Le blanchiment d'argent consiste à utiliser de l'argent provenant de sources illicites afin de pouvoir les intégrer dans le circuit économique légal pour leur donner une apparence propre. La question du financement du terrorisme est un peu différente de celle du blanchiment, dans le sens où le financement du terrorisme peut se faire avec de l'argent provenant de sources illicites afin de pouvoir financer des activités ayant des fins malicieuses, notamment un impact sur le plan sécuritaire. Mais il y a aussi l'autre côté du financement du terrorisme qui consiste à noircir l'argent propre, c'est-à-dire que des personnes physiques ou morales ayant de l'argent acquis de manière licite, légale, vont utiliser cet argent-là pour financer des ambitions destructrices. En ce qui concerne les pratiques, couramment, on a le schéma qui se subdivise en 3 phases, c'est-à-dire le placement, l'empilage et l'intégration. En ce qui concerne le placement, c'est la phase où les fonds provenant d'une origine délictuelle sont intégrés dans l'institution financière. Par exemple, une personne qui prétend être commerçant, qui vient avec une grande quantité d'argent pour faire un dépôt sur son compte, ce sera déjà la phase du placement dans une institution financière quelconque. Ensuite, il y a la phase de l'empilage. Cela peut se faire par une série de transactions inhabituelles ou de transactions complexes sous le couvert d'une activité prétendue. Et dernièrement, il y a la phase de l'intégration. Une fois que ces opérations-là sont passées, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans le circuit économique et en ce moment-là, elles ont une apparence licite. Donc, classiquement, c'est ce schéma-là, mais il y a bien sûr énormément de scénarios et énormément de canaux par lesquels les personnes qui pratiquent le blanchiment d'argent peuvent passer. Je prendrai l'exemple des transactions liées aux devises. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur où l'import-export est considéré comme l'un des secteurs à risque élevé de blanchiment des capitaux. Et justement, en ce qui concerne le change, les devises, il y a certaines transactions à destination de pays qui sont potentiellement à risque élevé ou à destination de fournisseurs qui sont à risque élevé peuvent engendrer des fraudes liées au change, des fraudes liées en fait à ce qui concerne le détournement d'objets des fonds. En ce qui concerne les secteurs d'activité, il faut savoir qu'une classification des risques a permis d'identifier des activités qui font partie des secteurs les plus exposés au blanchiment. On a par exemple les activités qui génèrent énormément de cash flow, de liquidité. Par exemple, les activités de commerce qui génèrent beaucoup de cash. On a le secteur de l'hôtellerie. On a aujourd'hui le secteur des bureaux de change. Donc, toutes ces activités-là, en fait, sont quelques exemples de secteurs potentiellement à risque. Dans notre jargon, les ONG sont qualifiées d'OBNL, les organismes à but non lucratif. Alors, il faut savoir que les organismes à but non lucratif font partie des assujettis à la loi 16 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et si ces derniers sont les assujettis, c'est justement parce que c'est un secteur potentiellement à risque élevé. Maintenant, il est vrai qu'il y a des suspicions, des bruits concernant certaines activités liées aux ONG. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est effectivement le cas tant qu'il n'y a pas eu des investigations qui ont été réalisées afin d'aboutir à des conclusions concrètes. Cependant, étant donné qu'une cartographie des risques de blanchiment a été réalisée et que ce secteur a été placé comme un secteur à risque, cela signifie qu'il y a des diligences, notamment à l'échelle nationale, qui sont mises en place pour encadrer le secteur, pour mitiger le risque et pour s'assurer qu'on évite en fait que ces ONG-là soient un canal par lequel des blanchisseurs d'argent puissent passer. À l'échelle mondiale, oui. À l'échelle mondiale, oui. Et il y a des organisations telles que le groupe d'action financière
qui s'assure à travers les évaluations nationales des risques menées grâce aux antennes régionales réparties dans le monde pour vraiment traquer ces points-là, et sans compter aussi les cellules nationales de renseignement qui veillent à ce que les transactions suspicieuses qui pourraient impliquer des organismes à but non lucratif puissent faire l'objet d'investigations et bien sûr aboutir aux conséquences de fait. Concrètement, cette évaluation-là se réalise premièrement à travers ce qu'on appelle les évaluations nationales des risques. Le Burkina Faso est sous la coupe du GIABA, qui est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment des capitaux. Et justement, à travers cet organisme-là, il y a des enquêtes nationales qui concernent les différents assujettis, les institutions financières, les cabinets d'expertise comptable, les avocats, les casinos, etc. Et tous ces assujettis-là vont en fait produire des rapports qui sont censés en fait être compilés. Ils vont répondre à des questionnaires, il y aura des enquêtes sur le terrain qui vont permettre de regrouper des informations qui feront l'objet d'un rapport. Et ce rapport est aligné aux recommandations du GAFI. Cela permet d'évaluer l'ampleur du phénomène, de voir aussi l'état d'évolution du pays par rapport aux défis liés à la lutte contre le blanchiment. À l'échelle mondiale, selon les dernières statistiques, l'économie mondiale perd plus de 2000 milliards de dollars par an à cause du blanchiment d'argent. À l'échelle sous-régionale, on est à des centaines de milliards. Donc, il y a des chiffres qui sont bien sûr actualisés périodiquement au fur et à mesure qu'il y a des évaluations nationales des risques qui sont réalisées. Alors, il faut dire que l'impact sur le développement est très réel. Déjà, il y a un énorme manque à gagner. Un exemple tout simple, des personnes qui pratiquent de la fraude douanière et qui utilisent les fonds qui font l'objet de cette fraude-là pour en fait les réintégrer dans le circuit licite. Ça signifie que concrètement, on a un manque à gagner dans les caisses de l'État, par exemple. Donc ça, c'est un exemple concret qui montre que l'État perd beaucoup. Et pire encore, il y a l'intégrité financière des institutions financières qui est remise en cause, parce que si ces fonds-là transitent dans les institutions financières, ça a un poids, ça a des conséquences, d'autant plus qu'elles peuvent aussi par la suite faire l'objet de sanctions, et ce qui n'est pas bon pour la réputation, que ce soit des institutions comme toute la sphère en fait nationale. Le Burkina est présentement sur la liste grise du GAFI. Alors, la liste grise du GAFI est la liste qui permet d'identifier les pays qui ont des défis stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux par rapport aux recommandations du GAFI. Donc, lorsque le GIABA réalise des évaluations nationales des risques, ils vont évaluer la capacité de l'État à pouvoir être en conformité avec les recommandations du GAFI. Sur cette base-là, il y a des déficiences, il y a des axes stratégiques sur lesquels le pays devra travailler pour pouvoir en fait se mettre en conformité. Et ces points-là font l'objet d'un suivi périodique. Donc, généralement, le premier reproche, c'est l'inadéquation des textes juridiques, réglementaires par rapport à l'actualité de la lutte contre le blanchiment. Aujourd'hui, le blanchiment des capitaux, c'est un phénomène dynamique. C'est un phénomène dynamique et naturellement, il faudrait que les États aient des lois qui sont adaptées aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment. Je prends l'exemple du registre national des bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, de nombreux États n'ont pas encore opérationnalisé concrètement un registre national des bénéficiaires effectifs qui est électronique, digitalisé, qui permet d'assurer en fait une certaine transparence, un certain suivi de qui sont les bénéficiaires effectifs des entités qui existent dans nos pays. Ce qui fait qu'on a la possibilité de retracer où va l'argent et de contrôler l'économie. Aujourd'hui, c'est par exemple un des points sur lesquels il faudrait en fait mener plus de travail. En dehors du Burkina, on a la Côte d'Ivoire qui a intégré cette liste tout récemment. Voilà. On a le Mali
aussi qui fait partie. Donc, entre autres. Il y a des pays qui ont un meilleur comportement qui ne figurent pas encore pour l'instant dans cette liste-là. En Afrique de l'Ouest, on a par exemple le Ghana. Le Ghana qui ne fait pas encore partie de la liste grise. Le Sénégal est sorti de la liste tout récemment et donc bien sûr c'est une nation qui s'est vraiment illustrée par sa capacité à pouvoir résorber les défis auxquels ils étaient confrontés. Il y a la liste noire du GAFI. Et la liste noire, c'est vraiment la liste où il ne faut absolument pas figurer. Donc c'est la liste des pays qui sont blacklistés au vrai sens du terme. Et comme exemple, je peux donner par exemple le Myanmar. Voilà. Donc, heureusement, on n'a pas de pays africains qui font partie de cette liste noire. En ce qui concerne la liste noire, figurer dans cette liste-là, ça signifie tout simplement que vous n'aurez plus la possibilité d'effectuer des transactions avec la quasi-totalité des pays qui sont affiliés au GAFI. Vous êtes placé en rouge, vraiment, en ce qui concerne l'évaluation des risques, ce qui fait que les investisseurs n'auront plus envie de collaborer avec vous. La coopération internationale va fortement être impactée aussi, parce que c'est vraiment comme si vous êtes isolé du monde financier. Maintenant, pour la liste grise, les répercussions, c'est qu'on est classé aussi en risque élevé, mais, sauf que ça va engendrer des mesures de vigilance renforcées. Lorsque nous élaborons, par exemple, des relations avec des institutions financières internationales, ils vont regarder quelle est notre évaluation de risque en termes de blanchiment. Si le risque est élevé, ils vont nous demander plus de diligence, plus de documentation, plus de preuves que nous avons encadré en fait cette exposition-là par rapport à une transaction précise ou par rapport à une relation d'affaires précise. Donc il y a ces points-là. Et puis deuxièmement, il y a aussi des investisseurs qui ne sont pas prêts en fait à investir dans un pays qui est classé à risque élevé, qui est dans cette liste. Lorsque le GIABA a mené sa dernière évaluation nationale des risques pour le Burkina qui date de 2023, alors c'est même précisé dans son rapport annuel de 2023, il est précisé que le Burkina Faso a fait des évolutions sur les recommandations du GAFI. Par contre, il y a toujours des axes d'amélioration en ce qui concerne la recommandation numéro 7 par exemple, la recommandation numéro 22 par exemple, sur le dispositif de LCB-FT portant sur les obligations de conservation des dossiers pour les agents immobiliers, les négociants de métaux précieux. Donc, il y a des exemples comme ça à travers lesquels on a toujours des défis à relever. Et justement, vous avez posé la question de savoir quels sont les secteurs à risque. Les métaux précieux, le secteur de l'immobilier en font aussi partie. Oui, effectivement, c'est une question de ressources, déjà en termes de ressources humaines. Et ensuite, il y a une question aussi de volonté politique, de volonté étatique, j'allais dire, parce qu'il faudrait que ce soit placé au top niveau des priorités de nos gouvernants. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est vraiment dans cette dynamique-là. Effectivement, la dernière plénière du GAFI a fait ressortir des conclusions intéressantes pour l'Afrique de l'Ouest. Premièrement, il y a la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal est sorti de la liste grise. Et il faut noter que cette sortie n'est pas anodine. C'est le fruit d'un travail, c'est le fruit vraiment d'un travail harmonieux de tous les acteurs en ce qui concerne la résolution des différents points qui ont été soulevés par le GAFI, par le GIABA pour cet état-là. Et c'est un processus qui a débuté en 2021 et bien sûr couronné par cette décision du GAFI. Deuxième point, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la liste grise du GAFI. Alors ça, c'est, on va dire, le petit bémol dans ces conclusions-là. Mais comme je l'ai dit, s'ils ont été placés sur cette liste, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grave. C'est plutôt un appel à faire mieux, à améliorer le dispositif
par rapport aux enjeux liés en fait à l'échelle nationale pour la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le Burkina Faso a réalisé vraiment beaucoup d'efforts pour sortir de cette liste-là. Déjà, actuellement, il y a un projet de loi qui va en fait permettre de pouvoir voter une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et il y a aussi un autre projet en cours pour une nouvelle loi sur la réglementation des systèmes financiers décentralisés qui est en cours. Il y a par exemple le registre électronique des bénéficiaires effectifs qui est aussi en gestation. Donc il y a des points d'amélioration qui sont en train d'être faits concrètement et qui font qu'on est positif, optimiste à l'idée qu'on puisse sortir de cette liste grise, en tout cas dans un horizon proche. Ça démontre qu'on a un dispositif dynamique. Le gel des avoirs, il faut le dire, c'est vraiment des mesures qui sont rares. On les voit rarement, mais de plus en plus depuis ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, c'est un signal fort aussi qui montre qu'on est capable de pouvoir appliquer certaines mesures qui pourraient être qualifiées d'extrêmes si les circonstances l'exigent. Il s'agit d'une mesure par laquelle le ministère de l'économie va ordonner à l'ensemble des institutions financières de bloquer l'ensemble des comptes de ceux dont les avoirs sont gelés. Donc cela signifie que, naturellement, si toutefois une personne détient 10 millions dans la banque X, il ne pourra plus entrer en possession de ces fonds-là. Et pourquoi cette mesure? Si cette mesure a été appliquée, c'est certainement parce qu'ils se disent que derrière, il y a la possibilité que ces fonds puissent être utilisés à une fin qui n'est pas à l'avantage du pays. Effectivement, la Banque centrale a pris beaucoup de mesures en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. Notamment, il faut le dire que c'est à travers la commission bancaire, surtout, que la Banque centrale joue ce rôle de régulation des institutions financières. Et bien sûr, la commission bancaire a mis en place des circulaires, des instructions voilà, qui encadrent la gestion, par exemple, de la conformité et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'obligations de diligence et de vigilance à l'égard de la clientèle. Il y a des diligences, par exemple, concernant l'identification des clients. Il y a des diligences concernant l'obligation de surveillance des transactions de certains clients. Voilà. Il y a des diligences en ce qui concerne des obligations de déclaration, des obligations de reporting qui sont faites périodiquement. Et tout ça, c'est des points en fait qui permettent aussi à la Banque centrale de mieux suivre, de mieux s'assurer que les assujettis là répondent aux obligations pour encadrer la lutte contre le blanchiment. Les assujettis, on a les banques, on a les microfinances, on a les établissements et professions financières non désignées. Voilà, on a les casinos, on a les loteries nationales, on a les cabinets d'experts comptables, entre autres. Voilà. Et les sociétés immobilières aussi. Il n'y a pas de personnes physiques parmi les assujettis. C'est vraiment des personnes morales à travers lesquelles les personnes physiques vont entrer en relation pour réaliser en fait certaines activités. En ce qui concerne les meilleures stratégies de lutte, premièrement, il y a le volet des institutions assujetties, notamment à la loi contre la lutte contre le blanchiment. Alors, il faut, dans un premier temps, avoir au moins un dispositif de base, des procédures, des politiques qui vont dans le sens d'encadrer la lutte contre le blanchiment. En matière de conformité, dans les institutions financières notamment, il y a des textes bien précis en la matière. Mais il n'y a pas que les institutions financières, parce qu'on a tendance à penser que ce sont seulement les institutions financières qui doivent mener des diligences renforcées. On a le secteur de l'immobilier qui est là. Ce sont des sociétés qui doivent avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui doivent s'assurer que les transactions qui sont menées ne sont pas en fait susceptibles de faire l'objet de blanchiment des capitaux, par exemple.
Donc il y a déjà cet aspect-là. Il y a aussi l'utilisation des outils du numérique aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, on ne peut pas avoir un bon dispositif de gestion de lutte contre le blanchiment si on n'a pas les outils qui permettent de pouvoir générer des alertes pertinentes et de mener des investigations de qualité qui pourront éventuellement mener à des diligences plus poussées après. Et ça, c'est du point de vue des assujettis, on va dire. Mais deuxièmement, il y a le volet national en termes de stratégie. Déjà, l'une des meilleures stratégies, c'est de se conformer dans un premier temps aux recommandations du GAFI. Si on se conforme à ces recommandations-là, ça voudrait dire qu'on a un dispositif vraiment robuste, un dispositif qui est aligné aux défis du moment en matière de lutte contre le blanchiment. Et deuxièmement, il faudrait aussi une bonne coopération entre les cellules nationales de traitement de l'information financière, notamment les CENTIF. Parce qu'il faut le dire, le phénomène du blanchiment des capitaux n'est pas seulement national. Il y a des enjeux transnationaux, il y a des scénarios qui impliquent plusieurs pays. Et il est bon qu'il y ait cette collaboration-là afin de pouvoir lutter efficacement contre le blanchiment. Aujourd'hui, la conformité est parfois perçue comme un gouffre en termes d'investissement. Mais aujourd'hui, il faut la voir comme un moyen de capitalisation de nos acquis. Aujourd'hui, une institution financière qui investit dans la conformité est une institution qui investit pour sa pérennité. Les sanctions pleuvent, pour utiliser cette expression, et dans le vrai sens du terme, tout récemment, le collège de supervision de la Banque centrale a encore fait des sanctions à l'égard de certaines institutions. Et si ces sanctions ont eu lieu, c'est parce que le dispositif n'était pas optimal. Donc c'est vraiment un appel à ce que l'ensemble des institutions, l'ensemble des assujettis puissent renforcer leur dispositif pour se conformer aux exigences du régulateur. Ce point-là sera vraiment déterminant pour mieux encadrer la lutte contre le blanchiment. C'est aussi un appel à tous les dirigeants, que ce soit des institutions publiques comme privées, à investir dans la conformité, à investir pour protéger les institutions. Parce qu'on a beau faire beaucoup de chiffres, lorsque votre réputation est entachée, lorsque vous avez des sanctions d'ordre financier, cela joue clairement sur votre activité et c'est quelque chose qu'on peut éviter en investissant pleinement dans la conformité. Je dirais oui. Oui, parce que c'est le citoyen en fait qui est le premier concerné en termes d'impact des conséquences liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Donc, dans une certaine mesure, il serait intéressant que les citoyens puissent être sensibilisés sur, par exemple, les signaux d'alerte en matière de financement du terrorisme, les signaux d'alerte en matière de blanchiment des capitaux. Ça peut être un exemple tout banal. Vous avez peut-être dans votre quartier une connaissance ou un voisin, vous connaissez ses activités, vous savez qu'il a une petite boutique au grand marché, mais tout d'un coup, il construit un immeuble d'une valeur de 1 milliard. On ne dit pas que vous l'accusez, mais ça reste un indicateur, surtout si vous n'avez pas la possibilité de comprendre. Donc, il serait intéressant, par exemple, que les populations puissent aussi cultiver la culture de faire des déclarations de soupçons, pouvoir signaler. Parce que, bien sûr, si toutefois il s'avère que cette personne-là a utilisé de l'argent provenant de sources illicites, ça veut dire que tous ceux qui sont dans ce quartier sont en danger. Et pire encore, s'il s'agit d'une question de financement du terrorisme, si cette personne s'est enrichie grâce à des fonds provenant de cette source-là, alors ça signifie que là, c'est un enjeu national. Et bien sûr, il va falloir que cette vigilance-là soit vraiment vulgarisée auprès de la population.